Alors là j'ai relancé, on va voir si c'est mieux. Pareil, je vous demande si c'est ok au niveau du son et de l'image. Et si c'est bon, on va pouvoir commencer. De nouveau offline. Lisez plus, payez moins, toutabeau.com, vos abonnements à prix malin. Tout à beau. Ouais, bon, désolé pour le son trop fort là. Et donc c'est parti, j'ai un peu baissé la qualité, donc voilà. Alors, merci Matt de m'avoir éclairé. Ouais, Liva, t'es là? Oui. Ouais, c'est... T'as quoi comme position là actuellement? Attendez. Quand je fais comme ça écrit W sans arrêt sur l'écriture. Quand tu Comment on fais fait quoi? pour enlever ça? Quand je vais parler, j'appuie sur W et ça s'arrête pas, il écrit W sur là où on devrait écrire dans le chat. Franchement, je comprends pas bien ce que tu veux... J'arrive pas à voir ce que tu veux me dire. Vincent, il y a quoi à propos de LMAX? T'as un lien, s'il y a quelque chose de précis à donner? Bon, apparemment tout est bon, ça c'est bien. On va pouvoir commencer, j'ai 18h08, on fera jusqu'à 19h08. Alors, j'ai ouvert une nouvelle position ce jour sur l'euro face au dollar canadien, qu'on voit ici en graphique journalier. Donc quelle est la logique? Eh bien, on a une impulsion... Oui, je connais tout à fait LMAX, oui, c'est un broker, c'est une plage d'échange plutôt, anglaise, et apparemment c'est pas mal. C'est Trading Automatique qui en parle beaucoup, Nicolas Vital. Apparemment c'est de qualité. Alors, ici on voit qu'on avait une dynamique de fond haussière avec des plus bas de plus en plus haut, des plus hauts de plus en plus haut. On a une impulsion, on a cassé les précédents plus hauts. Et on a une zone de résistance qui est un peu plus haut, donc en pleine impulsion haussière, en tendance haussière, j'ai suivi le mouvement. C'était notamment sur un conseil, apparemment un conseil, mais une analyse de Signal Forex sur le forum. Je regardais pas spécifiquement ce graphique, quand il a montré, effectivement ça m'intéressait, donc j'ai acheté. Je suis rentré à 1.3886. Si ça se passe bien, bah, je couperai en une fois et je prendrai mon bénéfice. Je surveillerai notamment des signaux de retournement, pardon. Si on arrive dans la zone... Moi je vends les indices américains. Ouais, moi aussi je suis vendeur du Dow Jones. Si on arrive dans la zone des 1.4064 à 1.4371, qui est en fait la zone de résistance qui avait marqué des rebonds au niveau des plus hauts en 2010 et 2011 ici. Donc si on a un ralentissement dans cette zone, j'hésiterai pas à prendre mon bénéfice. Si ça se passe mal, j'ai mes points de sortie, donc je sors en 3 fois un tiers. Et je risque au maximum 150 €, ce qui représente 1,5% du capital. Donc tout est respecté par rapport à cette position. Au niveau du money management, au niveau des convictions et des arguments que j'ai pour prendre la position. De la tendance, de l'impulsion, donc ça se passe bien. Alors on a pas mal gagné d'argent aujourd'hui, malgré qu'il reste 49 € de perte en cours. Les positions se sont plutôt bien passées. Donc on a une équité qui s'élève à 10 066 €. Il m'étonne beaucoup. 10 466 €, ce qui veut dire 4,66% de profit depuis l'ouverture du compte, avec 10 000 € au départ. Donc pour le moment tout se passe bien et on continue à trader sérieusement et à prendre des décisions au jour le jour. Ouais, pourquoi il t'étonne, Liva? Parce qu'il résiste bien alors que les marchés US ont plutôt baissé, c'est ça? Oui. Ok. Alors, nous on va aller voir les différents produits. Même justement. Le DAX aussi. Le DAX sous-performe par rapport au CAC. Alors ici sur le dollar yen, on a quelque chose qui peut être intéressant. On a une belle baisse du dollar face au yen. Ça peut être intéressant de suivre le mouvement. Alors ce qu'il y a, c'est que j'ai déjà 5 positions ouvertes, ça commence à faire beaucoup. C'est Kakone qui est en surperformance. Et le DAX, elle a du mal à monter. Bah, je vais aller voir ça après. Là pour l'instant je regarde le Forex, mais je vais la regarder effectivement tout à l'heure. Donc ici sur le dollar yen, on a une baisse. Alors ce qu'il y a, c'est que je suis déjà vendeur de dollars face à la livre turque. Mais c'est pas tellement corrélé. Je suis vendeur d'or, donc dans ce cadre là je suis acheteur de dollars. Pourquoi pas vendre le dollar yen? Ce serait pas mettre tous ses œufs dans le même panier, donc pourquoi pas. On va aller voir ce que donne l'euro yen également.
avant de se précipiter, mais ça peut être un signal intéressant. On a cassé les précédents plus bas, on est en impulsion. C'est un produit qui peut être volatile et qui l'a été ces derniers mois par rapport à la politique de la banque centrale japonaise, donc pourquoi pas. Effectivement, le cas qu'on voit ici résiste bien, on est toujours au niveau des précédents plus hauts. Il n'y aura pas de signal particulier, hein. Par contre pas de grosse volatilité, on casse pas nettement les précédents plus hauts, donc pas de prise de position pour moi pour le moment. USD TRI, ben on est toujours dessus, on accumule un swap positif de 7,04€ depuis l'ouverture de la position. Sinon on est négatif au niveau de l'évolution depuis la prise de position qu'on avait faite ici, voilà ce jour-là, journée du 17 juillet. On a notamment parlé avec Adrien Raymond, on se rappelle. Et pour le moment on perd 74€, on verra à terme ce que ça donne, mais intéressant ce swap positif et pour le moment je laisse courir. AUDCAD, on avait pas mal profité de la baisse. La prise de profit s'est faite au bon moment, on voit que derrière on a eu 2 belles bougies de correction, donc nous on avait pris notre bénéfice ici, tant mieux. GBP USD c'est assez impressionnant, hein, donc on a un dollar qui souffre, ici on a une livre sterling qui remonte très nettement. Très belle bougie, alors autant là on est toujours dans une phase de range, avec des évolutions de part et d'autre, mais là ça peut m'intéresser. Le mouvement est tellement fort à la hausse, que franchement je peux suivre l'impulsion. On va voir, je vais voir quels sont les produits les plus intéressants. Je ne vais pas ouvrir 50 positions non plus, parce que comme je dis, je suis déjà pas mal exposé. Voilà. Eurodoll monte un peu, mais on voit que c'est rien comparé à ce qu'on a eu sur le câble, donc pas très intéressant. Euro-yen, on voit que le yen quand même, et donc ça c'est intéressant par rapport au dollar-yen, je ne voulais pas me surexposer par rapport au dollar. On voit que le mouvement par rapport à l'euro-yen est quasiment le même, donc c'est bien a priori le yen qui pose problème, en tout cas qui amène la volatilité. Donc, vu que j'ai pas de position sur le yen actuellement, pourquoi pas prendre une position sur un de ces deux produits. Donc, entre l'euro-yen et le dollar-yen, je sais pas quelle configuration je préfère. Voire même, je vais intégrer le câble également là-dedans. Parce que je prendrais pas les deux. Bon, dollar-yen c'est pas mal du tout. Franchement c'est pas mal du tout. Câble je vais l'éliminer malgré le très gros mouvement du jour. Parce qu'on est vraiment pas en tendance. On est dans une zone complètement hésitante. Et on a eu beaucoup de mouvements ces derniers temps dans un sens dans l'autre. Donc j'ai pas envie de me faire balayer par le marché. On voit ici par exemple très grosse bougie haussière. Le moment on a une baisse. Bon, pas évident. Alors je vais couper la caméra. Donc le câble je pense pas, mais pourquoi pas. Euro-yen, ouais, non, c'est quand même moins franc que... C'est quand même moins franc que ce qu'on a sur le dollar-yen. Je trouve que la configuration est moins intéressante sur l'euro-yen que sur le dollar-yen. Attendez, laissez-moi comparer quand même. Si on a quand même moins de volatilité. Mais bon, on est quand même monté très haut sur l'euro-yen. Non, c'est intéressant aussi, hein, cet euro-yen. On voit qu'on avait quand même surperformé au niveau du retracement, parce qu'on était descendu même pas à 23.6, alors que sur le dollar-yen, on était descendu à 38.2. Non, je vais suivre le dollar-yen. Allez, c'est parti. Donc, prise de position à la vente de 0,1 lot sur le dollar-yen. Voilà, qui est fait. Je me suis mis aux options, un tout petit peu. Hein. J'ai ouvert un compte démo là chez Saxo Bank. Alors, je connais absolument rien aux options. Donc, je vais voir. Et là, j'ai pris une première position. J'ai pris une option vanille sur l'eurodoll. Je comprends pas, franchement, pour l'instant. Mais je pense que j'ai dû vite comprendre quand même. On comprend rapidement les choses quand on est depuis plusieurs années sur les marchés. C'est toujours la même idée quand même globalement. Ouais, Vincent qui dit c'est bien les options. Je vais voir, mais on en parle beaucoup. Donc, oui, et des gens très sérieux. Donc, oui, il va falloir que je m'y mette. Ça a forcément un intérêt. Donc, voilà, je vais me concentrer là-dessus. Alors. Voilà, donc là je viens de vendre le dollar-yen. Donc on va voir, alors au niveau de l'objectif, vous vous rappelez, j'étais déjà vendeur hein, pendant un moment, j'avais coupé après parce qu'il n'y avait plus de mouvement. Bon, alors merde, pourquoi ça bug là? Allez. Alors là on aurait pu reprendre position hein, ces derniers jours, j'avais choisi C'était pas évident parce qu'en fait, si on regarde pourquoi j'ai pas pris position ces derniers jours. Alors déjà la première position je crois qu'elle s'était prise ici, hein, donc on était beaucoup plus haut, j'aurais mieux fait de laisser courir, mais c'est plus facile à dire, hein, c'est aussi une question de timing. Après le timing n'y était plus, on voyait qu'on hésitait, donc je suis sorti, ça j'ai pas de regret. Là j'ai pas pris parce que on est toujours au-dessus des précédents plus bas. Là j'ai pas pris parce que on avait tenté de casser, bon, j'aurais pu prendre ici honnêtement. Après bon on a vu une très grosse hausse.
Là finalement je prends plus bas. En tout cas l'impulsion est bonne, le timing est bon, j'aurais pu rentrer plus haut. Voilà, après c'est une question de choix, hein, c'est jamais évident. Maintenant ce qui va être important, si on a la bonne direction, ça posera pas plus de problèmes que ça, on passera juste à côté de quelques points, mais ça c'est le marché. Ça va être de déterminer ses points de sortie. Alors comme d'habitude ça va être un peu chiant là, je vais faire mes calculs. Donc j'aimerais bien mettre le premier tiers de sortie à 99.94, le second tiers à 101.60 et le dernier tiers au-dessus des précédents plus haut. On va calculer combien ça fait. Donc déjà on a une position de 0,1 lot qui équivaut donc 96.71. Donc là on a 2 points, ça fait 1,55€, donc ça fait 75 centimes par point. On va faire notre calcul tout de suite. Alors si je veux mettre mon premier stop à 99, on va mettre à 100. Je vais mettre mon premier stop à 100.05, donc ça fera une variation de... j'ai pris mon point d'entrée à 96.71, donc 330 points, on va pas faire compliqué. Hein. 330 fois 0,75 égale 247 divisé par 3, parce qu'on prend un tiers de la perte, 82,50 €. Ça va, ça m'a l'air correct comme idée de position. Deuxième stop donc à 101.60, même on va mettre 101.65, ce qui veut dire donc par rapport au point d'entrée, ça fait environ 500 points. Donc 500 fois 0,75, 75 divisé par 3, ça fait 125, donc l'autre c'était 82, donc plus 82. Donc là on sera à 207, et enfin le dernier stop, donc le stop général, il se placerait au-dessus des précédents plus haut ici, donc à 103.74, et je le mettrais à 103.85. Donc 103.85, ça ferait un stop d'environ 700 points, 700 fois 0,75 divisé par 3 plus 207. Donc ça me fait un risque relativement élevé. 382 €, ça représente environ 3,5% du capital. Maintenant, il faut bien mettre ça en perspective, puisque c'est pas 3,8% qui vont se faire du jour au lendemain. Alors c'est toujours possible, on peut avoir vraiment une accélération haussière folle, mais il faudrait des événements exceptionnels, ça c'est ce qu'ils appellent des signes noirs. Ça peut arriver, et il faut s'y attendre, parce que ça arrive de temps en temps. Dans l'absolu, ça va être plutôt un scénario qui va se mettre en place à une longue durée, donc on aura le temps de prendre d'autres positions entre temps, etc. Moi, ça me va, 3,8%, même dans le pire des cas, je perds 3,8%, ça me va. Donc ce scénario me va. Au niveau de la prise de profit, eh bien écoute, si on continue le mouvement de baisse, déjà jouer le ralliement des précédents plus bas, si on commence à un ralentissement ici, je n'hésiterai pas à prendre les positions, si on arrive fort et qu'on continue, je laisse courir comme d'habitude. Hein. Donc par exemple, si on prend voilà, la zone des 94,50, pour pas être trop gourmand non plus, pas prendre vraiment les plus bas. 94,50, ça me fait combien de points? Ça me fait, on va dire, 220 points. Donc, 220 fois 0,75, qui représenterait un profit de 1,65%, qui peut être très rapide, hein, comme profit si on continue l'impulsion. Voilà, donc ça c'est une position qui me va. Donc, je la gère comme ça, voilà, c'est parti. Alors, je vais placer mes ordres. Donc... là, je suis rentré à la vente. Et donc, je fais un vrai 0,03 lot. Si on atteint, j'ai dit... ici, donc... 100.05. Voilà, c'est placé. Deuxième point de sortie, si on atteint les 101.52. Donc je vais mettre 101.65. Voilà. Et enfin donc stop loss si on casse les précédents plus hauts, donc c'est à 103.85. Ok. Voilà, donc là tout est ok et tout est en place. Donc voilà, on a une position supplémentaire. Alors, donc ça, toutes ces positions, je vous rappelle, vous pouvez les suivre à tout moment en cliquant sur le lien résultat du compte au-dessus ou en dessous du cas de diffusion de l'émission, qui va vous ramener vers mon MyFXbook. On va le regarder ensemble parce que on commence à accumuler quelques positions maintenant. Donc c'est important de faire le point et de voir au fur et à mesure
ce que ça donne. Alors, actuellement, on a clôturé 5,14% de profit, avec un drawdown maximal de 1,96%. Donc ça, c'est pas mal du tout. On n'a pas eu beaucoup de positions, parce qu'on en a eu que 8 pour le moment au total. On a un facteur de profit qui est très bon pour l'instant, 3,42. On verra si ça continue. Voilà. Après, on voit nos positions en cours. 2 positions positives, notamment le Dow Jones et la position qu'on vient d'ouvrir sur le dollar yen. Ok. Donc, ça on avait vu. Le dollar face à la livre turque, on avait vu. AUD-CAD, on avait vu. GBP-USD, on avait vu. Euro-dollar aussi. Voilà, l'or. Alors l'or, on a pris une position à la vente hier. L'impulsion est toujours là. On commence à hésiter un petit peu. On laisse courir, hein, on est toujours au sein de l'impulsion. On verra ce que donnent les prochains jours. Pour le moment, c'est pas excellent, pas exceptionnel. Alors, ici, sur le DAX, effectivement, on sous-performe hein, en journalier par rapport au CAC. On voit qu'on a une belle phase de correction, alors que sur le CAC, on est plutôt monté. Sur le dollar face au franc suisse, on est toujours à l'intérieur du range, mais dans la partie basse, plutôt, on n'est pas tout à fait non plus. Donc, pas grand chose à dire, pas grand chose à faire. Pour moi, on n'est pas en tendance, c'est pas les plus intéressants. Privilégiez quand même les prises de. Même pas en fait, parce que si on privilégie prise de position à la vente, sachant qu'on va approcher après du support, c'est pas des plus malins. On peut prendre pourquoi pas une petite position à la vente en jouant le ralliement du support. Pourquoi pas d'ailleurs, c'est pas non plus incohérent. Je le ferai pas parce que des fois on a des rebonds plus hauts, on voit, donc moi c'est pas un actif qui m'attire. USD-CAD, beau mouvement de hausse, pourquoi pas suivre l'impulsion. Je vais pas le faire, déjà on n'a pas cassé les précédents plus hauts, mais voilà, ce serait ce biais que je jouerais. L'argent bouge pas beaucoup. AUD-USD corrige, donc ça va pas m'intéresser. Tiens, EUR-GBP, très beau signal, hein, un peu comme sur le câble, on a eu des chiffres importants de toute façon ce jour, je crois que c'était des... On va aller voir ça tout à l'heure, mais par rapport à la banque centrale anglaise, je me demande s'il n'y avait pas le taux d'intérêt ou les chiffres du chômage. En tout cas, belle baisse englobant de baissière. On est toujours un peu au-dessus du support oblique haussier, mais là on a un tel mouvement, une telle volatilité ce jour que je suis l'impulsion, moi, si je dois le faire. Maintenant, est-ce que je vais le faire ? Alors on voit déjà hein, que le mouvement sur le câble c'est relatif à la livre sterling et non pas au dollar, ça c'est intéressant et important. Pourquoi pas vendre l'euro livre sterling? Encore une fois ça ferait une position en plus donc ça peut paraître beaucoup etc. Maintenant ce serait pas démultiplier le risque parce qu'en vrai ce serait là encore EUR-GBP, les autres positions que j'ai c'est sur EUR-CAD, Gold, dollar yen, dollar face à la livre turque, Dow Jones. Le VIX, je peux tout à fait prendre cette position, c'est pas forcément démultiplier les risques, c'est simplement une position supplémentaire, donc pourquoi pas, ça m'attire. Alors après, est-ce que plutôt le câble, est-ce que plutôt vendre l'euro livre sterling, qu'est-ce qui est le plus intéressant? Euro livre sterling, ici en graphe journalier, bon. Déjà là je vois une résistance oblique baissière qui m'a l'air de sortir un peu de n'importe où. Je vais supprimer ça. Là on revient en journalier puisque j'étais en hebdo là. Bon, on est au sein d'une dynamique très long terme plutôt baissière. D'ailleurs on peut le voir ici en graphe hebdo. Bon c'est pas évident parce que derrière on avait aussi depuis 2000 une hausse. À plus court terme on avait un élan haussier là depuis juin 2012. On a des valeurs qui reviennent, il faudrait casser le support pour bien confirmer. Support oblique haussier. La cassure. On est encore assez loin. Bon. Le câble, quant à lui, on a eu un très beau retour des acheteurs. Maintenant, on est dans une zone qui était pas mal travaillée, où il y a eu pas mal de rebonds. Je vais préférer l'euro. Le livre sterling peut-être. Dans les deux cas, en tout cas, c'est pas non plus le top. Hein. Là, c'est rentré dès l'impulsion. Donc à la limite, peu importe. Hein. C'est pas tellement trader la tendance de fond, etc. Mais vraiment l'impulsion. Et le câble, elle est belle. Elle est belle sur le câble, allez, je le suis. Donc achat câble 0,1 lot. Voilà qui est fait. Alors, bah, toujours la même logique. On va préparer nos ordres. Donc sur le câble achat, bon objectif on verra, je laisse courir et puis quand ça, surtout là en fait. C'est compliqué parce qu'on a pas mal de zones de résistance potentielles. Je vais vraiment laisser courir l'impulsion et quand elle se calme, je prends mon bénéfice potentiellement. Donc je vais préparer mes stop loss. Donc comment je vais sortir? J'aimerais bien mettre mon premier stop en cas de cassure ici. Donc sortir en premier tiers à 51, mais ça fait quand même une sacrée différence. Donc on va le mettre en cas de cassure des précédents plus bas de la journée. Ça me paraît plus cohérent.
à 52. Voilà. Premier stop à 52. Je retiens un tiers de la position. Derrière, second tiers, pourquoi pas le sortir en cas de cassure ici des 1.5024, donc à 1.5020. Et enfin le stop loss général. Ah merde, putain, je fais de la merde. Bon, allez, je me concentre. Je suis trompé au niveau de des volumes. Alors, câble, ok. Si tout le reste est bien, donc ce sera bon. Alors, je me répète. Donc, premier point de sortie en cas de cassure des 1.52. Second point. Un point, j'avais dit, un point 1.5020. Et enfin, point bas ici, 1.4838. Donc le stop loss ça va être 1.4830. Voilà. 1.4830. Ok, voilà. Ok, donc là tout est en place, on est acheteur sur le câble, on suit une très grosse impulsion sur la journée. Très bien. Alors heure GBP on l'avait vu, euro franc suisse, moi j'ai dit tant qu'on est au-dessus des 1,20, si on a des belles impulsions haussières je prends, en établissant des stratégies avec stop sous les 1,20, donc là pour l'instant ce n'est pas le cas. AUD GPY on casse les plus bas, on continue à baisser, pourquoi pas shorter, maintenant on n'a pas de grosse impulsion non plus, là je suis déjà chargé mais pourquoi pas shorter, hein, là on est une tendance de fond baissière, et on casse des précédents plus bas, donc ça c'est cohérent pour moi de shorter. Alors le Dow Jones, on est déjà en position à la vente, on est rentré hier et on voit ici notre point d'entrée. Pour moi ça se passe bien, on a poursuivi le mouvement de correction ce jour, on verra si ça continue. Actuellement on prend 82,62€ sur cette position, on laisse courir, hein, il y a toujours une pression vendeuse. USD HKD il bouge pas des masses, ça va pas m'intéresser. NZD USD, belle hausse, mais la dynamique de fond est baissière, on est toujours sous les précédents plus hauts, donc pas intéressant pour moi pour l'instant. Le VIX, on a toujours notre position dessus. On a une petite phase de correction, donc on est toujours légèrement négatif, mais ça commence à se retourner. Sur le Nikkei, belle baisse, en lice avec ce qui s'est passé aux États-Unis. Voilà, belle bougie. Pourquoi pas suivre l'impulsion? Moi, je suis déjà en position à la vente sur le Dow Jones, donc je ne vais pas multiplier position sur le même scénario. Le pétrole, on est sur une impulsion de fond qui est haussière. On a une phase de correction actuellement. On a marqué un double top. Pas le type de configuration que j'aime le plus. USD ZAR, pas intéressant pour moi. Nasdaq corrige, donc voilà, on a déjà la position sur Dow Jones, on l'a choisi hier. D'ailleurs pour l'instant on voit que c'est pas la meilleure position hein, sur Dow Jones, je crois que ça a plus corrigé ici sur le Nasdaq et sur le S&P que sur le Dow Jones. EUR-CAD, on a pris la position de tout à l'heure, donc dans le sens de l'impulsion. Voilà, bon là on est bien chargé avec 6 positions, je crois, 6 ou 7, donc je crois que je n'ai jamais eu autant sur ce compte. Donc en l'occurrence on a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 positions. 7 positions en cours, donc on est bien chargé. C'est pas mettre tous les œufs dans le même panier. Salut Mips qui nous a rejoint, ça va Mips? Si vous avez des positions, n'hésitez pas à l'indiquer hein, sur le chat écrit. Donc voilà, on laisse courir ça, on verra ce que ça donne. 10 462€ d'équité. J'ai 18h31, putain c'est passé vite, on a commencé un peu en retard, faut dire. On va aller regarder du côté de romandie.com, voir ce qui s'est passé ce jour et ce qui s'est dit en salle de marché, comme d'habitude.
Donc Wall Street ébranlé par les spéculations sur la Fed, toujours la politique monétaire aux États-Unis qui intéresse. Wall Street évoluait dans le rouge mercredi à la mi-séance, prudente après ses récents records face à la possibilité d'un resserrement de la politique monétaire des États-Unis dès septembre. Le Dow Jones lâchait 0,52% et le Nasdaq 0,73%. Vers 16h GMT, 18h HEC, l'indice vedette Dow Jones Industrial Average perdait 80,22 points à 15 438,52 points et le Nasdaq à dominante technologique 26,94 points à 3 638,83 points. L'indice élargi Standard & Poor's 500 reculait de 0,60 points, moins 10,23 à 1687,14 points. Le marché est en train d'absorber ses récents records, le Dow Jones et le S&P ayant grimpé en fin de semaine dernière à des sommets jamais atteints, a remarqué Sam Stovall de Standard Capital IQ. Ce dernier indice, en particulier, le plus regardé par les investisseurs, a franchi à cette occasion le seuil symbolique des 1700 points, a rappelé M. Stovall. Souvent, ce genre de passage sert de prétexte aux investisseurs pour engranger des profits, a ajouté l'analyste. Tout en reprenant leur souffle, les investisseurs s'inquiètent aussi du moment où la Fed commencera à ralentir le rythme de ses rachats d'actifs, ont souligné les analystes de Schaeffer's Investment Research. Pour stimuler l'économie et influencer les taux à la baisse, la Fed injecte notamment chaque mois sur les marchés financiers quelques 85 milliards de dollars en rachetant des bons du Trésor et des titres hypothécaires. 3 responsables de banques centrales des États-Unis ont suggéré cette semaine que l'institution pourrait mettre un frein à ce programme dès septembre si les données économiques continuaient de s'améliorer. Les investisseurs ont été particulièrement surpris que le président de l'antenne locale de la Fed de Chicago, Charles Evans, réputé être l'un des membres les plus prudents de l'institution, soit aussi sur cette ligne. Les déclarations de la présidente de l'antenne locale de la Fed de Cleveland, Sandra Pianalto, qui doit s'exprimer dans la journée, seront donc particulièrement scrutées. Mais pour M. Stovall, les dirigeants de la Fed ne font que continuer à prévenir les gens que le soutien de l'institution n'est pas destiné à durer éternellement. Sur le front des valeurs, l'action du géant américain des médias et du divertissement Disney reculait de 2,52% à 65. Bon, après, ça va moins nous intéresser. Ok, ça on avait vu. CHF Financement Hospitalier. Fitch maintient le AAA de l'Allemagne avec perspective stable. Timidité d'une reprise très attendue par le gouvernement en France. Pétrole, le brut recule, le marché digère les stocks américains. Donc ça on avait vu. Le ciel se couvre pour les compagnies pétrolières. La maison de l'horreur de Gléon Diomoli. Ah oui d'accord. Même si je préfère un bon trade que d'avoir de multiples échecs. Ça après c'est une question de psychologie. Hein. Pétrole recule. Matière première, manipulation du prix de l'aluminium. Deuxième plainte déposée. Ah bah c'était par rapport à Goldman Sachs, on avait entendu. Vincent qui disait oui, qu'il est d'accord avec lui, hein, plusieurs petites pertes et quelques gros gains. Action suisse, clôture en recul, inquiétude de la Fed. Bourse, Paris, fini dans le vert, plus 0,15%, on écoute ça, Paris qui a donc bien résistant, à voir quels ont été les facteurs de cette séance plutôt positive. Alors, 2 petites secondes s'il vous plaît. Qu'est-ce que je voulais... Oui. Ok. La bourse de Paris a fini mercredi un peu au-dessus de l'équilibre, plus 0,15%, après une séance de valse hésitation en l'absence de rendez-vous économique majeur. L'indice CAC 40 a gagné 5,92 points en clôture à 4038,49 points dans un volume d'échange faible de 1,1 milliard d'euros. Pénalisé en début de séance par des commentaires de membres de la Réserve fédérale américaine, Fed, le marché parisien est revenu à l'équilibre avant de faiblir à nouveau à la mi-journée, puis de repasser dans le vert après l'ouverture en baisse de Wall Street. Le marché temporise un petit peu après une belle progression générée par des résultats plutôt bons et des discours de banquiers centraux plutôt favorables et propices à une hausse des marchés, a estimé Guillaume Garabédian, gérant chez Mescart Gestion Privée. Pour aller vraiment plus haut, il va falloir un peu de carburant avec des nouvelles macroéconomiques d'un autre calibre. Or, les tout derniers commentaires de membres de la Réserve fédérale vont plutôt dans le sens d'un ralentissement prochain de la politique d'assouplissement. C'est donc normal que le marché soit un peu freiné dans son élan.
a-t-il ajouté. Depuis 6 semaines, le marché parisien est passé de 3580 points à 4060 points en ligne droite. C'est vraiment très important. Il est donc logique que la bourse connaisse une journée assez atone, a souligné M. Garabédian. Faute d'indicateurs de premier plan en zone euro ou aux États-Unis, le marché a surtout réagi à des propos de membres de la Banque centrale américaine. Dennis Lockhart, président de l'antenne de la Fed à Atlanta, a indiqué mardi que la Banque centrale américaine pourrait commencer à réduire ses injections de liquidités qui ont largement soutenu les marchés ces derniers mois. Dès septembre, si la croissance économique et les créations d'emplois devaient s'accélérer. Sa position a été confortée par son homologue de la Fed de Chicago, Charles Evans, pour qui la réduction va avoir lieu d'ici la fin de l'année, voire même dès le mois prochain. Voilà, donc là on a des ralentissements qui pourront amener des phases de correction. L'euro monte un peu face au dollar. La livre grimpe après la BOE. Alors justement, parce qu'on a pris position sur la livre sterling face au dollar, on lit ce qui se disait. L'euro montait face au dollar mercredi dans un marché ballotté au gré des spéculations sur les mesures de soutien de la Réserve fédérale américaine et la première économie mondiale, tandis que la livre progressait après des annonces de la Banque d'Angleterre, BOE. Vers 16h GMT, 18h HEC, l'euro valait 1,3329 $ contre 1,3304 $ mardi à 21h. La monnaie unique européenne reculait face à la devise nippone à 128,76 yens après être tombée vers 15h05 GMT à 128,56 yens, son plus bas niveau en un mois contre 130,01 yens mardi soir. La Banque du Japon, BOJ, doit annoncer jeudi sa décision de politique monétaire. Le dollar aussi baissé face au yen à 96,60 yens après être tombé à 96,43 yens vers 15h05 GMT, son niveau le plus faible en 2 semaines et demie, contre 97,72 yens mardi. L'histoire se répète, les marchés se meuvent au rythme de commentaires de la Fed, peu importe les fondamentaux du marché, commentait Anita Palouche, analyste chez Gecko Markets. En effet, les cambistes spéculaient de nouveau mercredi sur une éventuelle diminution anticipée des mesures de soutien de la Fed à l'économie des États-Unis. Ces mesures, qui se traduisent notamment par des injections massives de liquidités dans le système financier américain, à hauteur de 85 milliards de dollars par mois, ont pour effet de diluer la valeur du billet vert. A l'inverse, la perspective d'une diminution de ces mesures revigore le dollar. Des propos de deux membres de la Fed mardi avaient appuyé l'idée d'une réduction prochaine des rachats d'actifs par la Banque centrale. Alors ça on avait vu. Mais l'euro parvenait tout de même à prendre le dessus mercredi, aidé par un regain d'optimisme sur la vigueur de la reprise économique en zone euro après le fort rebond de la production industrielle en Allemagne en juin, augmentant de 2,4% selon le chiffre publié mercredi. La livre britannique progressait mercredi car les courtiers préféraient focaliser sur une amélioration des perspectives de croissance au Royaume-Uni, observait Ashraf Laidi, analyste chez City Index. Les cambistes faisaient ainsi peu de cas du fait que la Banque d'Angleterre a annoncé qu'elle n'envisagera pas de relever son taux d'intérêt actuellement au niveau exceptionnellement bas de 0,50% et de réduire ses injections massives de liquidités tant que le taux de chômage sera supérieur à 7% au Royaume-Uni. Une perspective qui n'est pas envisagée avant la fin du deuxième trimestre 2016 au moins. Voilà donc ce qu'on pouvait lire du côté de Romandie. Je pense que c'est à peu près tout, on a vu l'essentiel. Ok. Donc intéressant ce contexte et donc propice à la volatilité. Il y a des changements de tendance éventuels, mais en tout cas à du mouvement. On peut pas être sûr d'un sens ou de l'autre, mais on peut savoir que ça risque d'amener du mouvement. Alors, là on est plutôt reparti en perte. Alors, c'est plutôt les marchés US là qui ont remonté, qui nous amènent à une perte de 83 € en cours. Bon, rien de grave, de toute façon tout est prévu au niveau de nos positions, il n'y a pas de souci. Simplement on regarde ici en 1 minute. Effectivement, on a une belle remontée sur le Dow Jones. De toute façon, ça reste une position moyen-long terme. Alors, ce jour, on a eu des nouvelles par rapport au dollar néo-zélandais, avec les chiffres de l'emploi et les chiffres du chômage néo-zélandais. Par rapport au câble, on a eu donc un discours de Carney, gouverneur de la Banque d'Angleterre, et le rapport de l'inflation, permis de construire canadien et l'indice IVPMI par rapport à l'économie canadienne. Voilà donc un peu tout ce qui s'est fait.
et ce qui s'est dit ce jour. On va par contre juste regarder ce qu'on peut attendre pour les prochains jours. Pour savoir ce qu'on a à attendre notamment demain. Parce qu'on fait le point au jour le jour, ça sert à rien de voir trop loin non plus. Alors, cette nuit, on aura les comptes courants par rapport à l'économie japonaise. On aura les chiffres de l'emploi par rapport au dollar australien, donc en Australie. Les chiffres du chômage par rapport au dollar australien. On aura le rapport de la politique monétaire japonaise, très important. La balance commerciale CNI, je sais plus ce que c'est CNI, mais bon. Dans la conférence de presse de la BOJ, on aura les chiffres du chômage américain. Donc tout ça, ça se passera cette nuit. Et ce sera important. On a une position à la vente sur le dollar yen, donc ça sera intéressant de surveiller ça. Bon, sur ce, on va aller voir un peu ce qui se publie sur les blogs à droite à gauche. Avant ça, on va voir ce qui s'est dit sur le Mumble. J'ai vu que ça discutait entre Vincent et Mips. Alors, il y avait... ça, on avait vu... t'as vu le max swap, tu connais, c'est vu les options, t'as pris un put, un call. Alors Vincent, je sais même pas ce que j'ai pris, je crois que put c'est vente, c'est ça d'option, et call c'est un achat d'option. Là en l'occurrence, je crois que c'est plutôt un call, je vais dire exactement ce que j'ai fait. Attends, j'essaie de me connecter à ma plateforme. Voilà, donc là je suis sur la Saxo Web Trader en mode démo. Voilà, et donc là ma position... Alors Vincent, ma position c'est donc une option vanille, prix d'exercice 1.3315, à date d'expiration le 6 septembre 2013. C'est donc une position longue sur le Forex, ouais. Donc là actuellement j'ai moins 21 $, donc moins 16 €. Et pourcentage du prix c'est moins 3,33%. Donc ouvert à 0.012, fermé 0.116. Donc c'était ouvert 0.0120 et fermé 0.0116. Voilà. Alors je sais pas si tu peux m'expliquer un peu ce que j'ai fait Vincent, ça m'intéresse. Là on voit plus d'informations par rapport à ça. Volatilité 7,48%. J'ai rien entendu. Le stream a planté. Ah, apparemment il y a des soucis avec Livestream. Je vous demande si ça a coupé l'émission ou pas. Tu peux me confirmer parce qu'apparemment il y avait des soucis du côté de l'ami Vincent. Tu disais. Là tu m'entends Vincent ? C'est bon de mon côté des amis, merci d'avoir confirmé. Ouais non Vincent, je disais donc ma position, il s'agit d'une option vanille sur l'euro-dollar dans le sens achat, date d'expiration du 6 septembre 2013 au prix d'exercice 1.3315, montant 20 000, BP donc moins 21 $ qui correspondent à moins 16 €, pourcentage du prix moins 3,33%, ouvert à 0.0120, fermé 0.0116.
Voilà, donc les informations que j'ai. Tu peux m'en dire plus en fait sur cette position? Est-ce que tu peux m'expliquer un peu à quoi ça correspond tout ça, Vincent, en quelques mots? Alors sinon sur le chat, écrit du Mumble, qu'est-ce qu'il disait? Salut Mips, ça va? Deux trades gagnants, disait Mips. Cool, c'est un réel. Donc Mips qui donnait un lien vers le suivi de son compte sur MyFXBook. Merci à toi Mips, on va regarder ça. Donc ici on voit ce jour, donc 40 points, 50 points réalisés, c'est bien. Donc ce jour, tu as pris 2,31%. Cette semaine, plus 1,61%, avec 24,10 points enregistrés. Actuellement, tu as un facteur de profit de 0,69, parce que tu es plutôt négatif depuis l'ouverture du compte. On verra ce que ça donne. En tout cas, c'est géré assez consciencieusement. On voit que la perte est limitée. Actuellement, tu perds 1,85% depuis le début de ce compte. Drawdown maximum 5,99%. C'est un compte, je crois qu'il est assez faible, hein, chez HotForex. Ok, on verra ce que ça donne. Déjà, ce qu'on peut dire, voilà, d'après la courbe que l'on voit ici, c'est que tu acceptes les pertes assez rapidement, tu fais pas n'importe quoi, ça c'est plutôt une bonne chose. Après, on verra, il faut laisser du temps. Actuellement, tu n'as que 19 trades sur ce compte, donc c'est trop tôt pour tirer quelques conclusions que ce soit. On verra ce qu'il en est. Alors, Vincent qui essaie de m'expliquer par rapport aux options. C'est une option pour le mois de septembre. Si ça clôture au-dessus de ton strike 1.30, tu gagneras la différence entre ce strike et le cours réel de l'euro-dollar. Si tu perds juste la prime payée. Ok, Vincent. Alors si je comprends bien, mon strike c'est le prix d'exercice, c'est ça? C'est 1.3315. D'accord. Et donc le prix de la prime, c'est... comment je le vois le prix de cette prime, Vincent? D'accord, donc le prix que j'accepte pour me couvrir, mais où est-ce que j'ai cette information par rapport à cette prime éventuelle? Puisque je vois taux de conversion, BP transaction moins 8 $, frais donc moins 13,91, total BP. Je vois pas en fait où est-ce que je peux l'avoir. C'est le prix que tu acceptes de payer pour te couvrir. Exemple, tu achètes un call à 1.30, il dit Vincent. Oui. Tu gagnes la différence. Donc voilà, si tu achètes un call à 1.30 et qu'en septembre, l'euro-dollar est à 1.35, tu gagnes la différence, sinon tu perds le montant de la prime. Ok Vincent, la prime fixée par ton broker, d'accord. Et en l'occurrence, chez Saxo, tu sais où est-ce que je peux l'avoir justement, cette prime? Parce que j'arrive pas bien à comprendre quand je regarde les informations en fait. Où est-ce qu'elle est exprimée ou indiquée cette prime? La prime est fixée par ton broker, en gros. Alors, détail bénéfice. Vincent. Dans l'interface options chez Saxo.
Si tu veux, je t'explique tout à l'heure avec le micro. Ok, ouais, je vois bien Vincent. Alors... Bon, enfin bref. Je vais pas vous embêter plus que ça. Ouais, aussi il y a les options One Touch, No Touch. Bon. Quoi qu'il en soit... Ah si, j'ai vu Prime, d'accord. Ouais, Prime, c'est 56 $ si on vend et 60 $ si on achète. Ok, je viens de voir Vincent. Enfin bref, faut que je me renseigne, mais... Ok. Ok. Bon, enfin bref, je me mets aux options, voilà, c'était juste pour info, et vous pouvez vous y mettre, vous aussi, si ça vous intéresse. Saxo Bank propose de trader les options, on peut ouvrir des comptes démo chez eux. Dans le menu du haut, je vous retrouvez Saxo Bank, justement, vous pouvez ouvrir un compte démo en quelques secondes, vous bénéficiez de 20 jours d'essai de compte démo gratuit, et en plus de ça, vous pouvez renouveler ces 20 jours par la suite. Là, par exemple, moi, c'était un compte que j'avais déjà, un compte démo, c'était à l'expiration, et j'ai demandé le renouvellement, ça s'est fait sans problème. Donc assez intéressant. Voilà, donc pour vous montrer comment faire si vous vous intéressez également aux options. Saxo Bank est un des grands brokers à proposer les options. On ne parle pas ici d'options binaires, hein, mais bien d'options. On peut avoir d'options binaires également chez Saxo, mais peu importe. Là, c'est les options de manière générale. Donc voilà, vous allez dans le menu de gauche ici, vous avez démo. Donc vous cliquez ici. Et ça vous mène vers la page d'ouverture de compte démo. Vous avez quelques champs à remplir pour bénéficier de cela. Alors, vous avez également la partie compte démo ou broker à courtier, hein, si vous voulez comparer les différents brokers entre eux, etc. Bon, on revient à nos moutons. Donc, sur le blog enlil.com, des articles du blog, Crash l'Union Générale de 1880, c'est pas intéressé. L'impact des réseaux sociaux sur les entreprises a-t-il un rôle essentiel sur leur image? Non, pas d'article intéressant pour moi sur enlil.com. Site de Benoît Rousseau, que vous retrouvez en interview en haut à gauche dans À la Une. Très intéressant, très bon trader, ancien prof d'histoire économique. Je vous recommande cette vidéo. Alors, Margin Call, on va aller voir. Il y a eu beaucoup de publications là, ces derniers jours sur margincall.fr. Danse avec les requins quand Soros s'invite au festin. On lit ça. Herbalife, Icahn, Vichys, Ackman. Nous avions précédemment donné quelques nouvelles du combat épique entre Carl Icahn et Bill Ackman pour le destin financier de la société Herbalife dans l'article « Quand le renard fourre le loup au coin du bois ». L'actualité récente nous donne d'autres éléments à intégrer à cette histoire. Il semblerait que George Soros, le légendaire investisseur tombeur de la Banque d'Angleterre, ait décidé de prendre le parti de Carl Icahn et se soit porté massivement acheteur de titres Herbalife. L'ami George aurait préparé son coup depuis quelque temps. Il était en effet très investi dans Pershing Square, le hedge fund de Bill Ackman, et aurait retiré plusieurs centaines de millions de dollars à partir d'avril 2013. Des informations indiqueraient que cette nouvelle position pourrait être la troisième la plus importante du Soros Fund Management, mais toutefois sous les 5% au capital d'Herbalife, seuil à partir duquel la SCE rend sa déclaration obligatoire. Avec une capitalisation de 6,6 milliards de dollars au 31 juillet 2013, celle-ci devrait se situer au-dessous des 330 millions de dollars. A noter pour information que le Soros Fund Management est aussi acheteur pour 410 millions de dollars put sur le S&P 500. Soros s'invite au festin. Donc voilà, la news Soros. Donc on voit que dès que Soros est rentré, ça a amené un énorme mouvement de hausse sur ce titre Herbalife. Sur cette nouvelle, l'action Herbalife a pris 9,5%, soit une centaine de millions de dollars de pertes supplémentaires pour Ackman, qui pour une fois sort de son silence pour demander à la SEC d'enquêter sur Soros, lui reprochant ses Space Herbalife. C'est-à-dire, qu'est-ce que vous voulez dire par rapport à ça? Pour une fois, sort de son silence pour demander à la SEC d'enquêter sur Soros, lui reprochant d'avoir alerté d'autres hedge funds sur cet investissement, leur permettant de participer à la curée. Donc voilà, on voit là des photos. Donc, Properties Portfolio, 87th Avenue, Pershing Square Asset Management, Soros Fund Asset Management. Sinon, qu'est-ce qu'il y avait d'autre? Ok.
Il est à noter pour l'anecdote que Soros et Ackman ont leur bureau dans le même immeuble. Pershing Square AM et Soros Fund Asset Management sont domiciliés à New York au 888 à la 7e avenue respectivement, au 42e et 29e étage, et on peut imaginer combien doivent être tendues les éventuelles rencontres dans l'ascenseur. Si d'aventure vous devez vous rendre à cette adresse, rassurez-vous que la cabine se trouve bien sous vos pieds lorsque les portes s'ouvriront. L'ascenseur niveau 2, vous descendez. Voilà donc quelques explications par rapport à cette bagarre de gros, même de très gros. Donc entre deux hedge funds majeurs, celui de Soros et celui d'Ackman. Ça se joue à coups de millions, voire même de dizaines de millions de dollars sur certains titres. Et voilà comment ça se passe au niveau des hedge funds. Alors, dans l'interface, tu veux... Voilà, ok, ça on avait vu. Dans l'interface option de chez Saxo, si tu veux que je t'explique, voilà pour 100K. Il y a IW Bank aussi, disait Vincent, par rapport aux options. Tout à fait. Il y a même de nombreux courtiers, hein, donc on peut citer IW Bank, on peut citer IG Markets, on peut citer, je sais pas si tu as d'autres exemples, n'hésite pas Vincent. Si vous avez d'autres exemples, n'hésitez pas à les citer. Moi j'ai parlé de Saxo, c'est parce que Saxo, voilà, Interbank également, c'est ça, hein, c'est Interactive Broker, pardon, pour les riches. Moi j'ai cité Saxo Bank parce que c'est un broker très sérieux qui propose des options, etc. Et parce que je travaille avec eux. Donc forcément, comme c'est dans le cadre de videobourse.fr, je mets plutôt en avant les brokers avec qui je travaille, à partir du moment où ils sont sérieux, etc. Ce qui est tout à fait le cas de Saxo Bank, qui est une banque basée au Danemark, clairement régulée dans toute l'Europe, ils ont leur bureau à Paris, etc. Ça c'est le côté un peu commercial, forcément quand on propose beaucoup de services gratuits, derrière il y a de la publicité, donc ça je pense que vous comprenez la logique. C'est pas pour ça qu'il faut se voiler la face et rester que dans son truc. Donc effectivement il y a d'autres courtiers qui proposent ça, et qui proposent certainement des choses très intéressantes. Tu fais bien de les citer Vincent. Alors CSP Herbalife, le système marketing de Herbalife est assez spécial, ça ressemble à du pyramidal. Ouais, je connais pas du tout Herbalife, Vincent. Il y a des micro-coupures audio, disait Mips, apparemment il y a quelques soucis techniques ce jour, j'espère que c'est quand même compréhensible et intéressant pour vous. Voilà des vidéos sympas sur les options. Donc c'était l'ami Nico qui partageait ça, merci Nico. Ok, ouais, c'était sur Celt Invest. D'ailleurs, on recevra le gars de Celt Invest à la rentrée en interview. Je pense que je vais me déplacer carrément, donc ce sera une interview un peu comme celle qu'on a fait récemment des traders. Comment Donc Benoît Rousseau, mais également on avait vu Benoît Fernandez-Riou. Je sais pas ce que vous en pensez, mais c'est assez intéressant parce qu'ils ont le temps vraiment de développer leur point de vue, etc. Donc ça vous plaît, en tout cas il devrait y en avoir d'autres. Stratégie exceptionnelle. Donc vidéo. Je sais plus si je m'étais inscrit déjà sur Celt Invest. Sinon j'irai voir. Il faut s'inscrire, je vais pas diffuser sa vidéo. Sauf si elle est sur YouTube. Ah bah il a une chaîne YouTube, d'accord. Voilà. Qu'est-ce qu'une option? Qu'est-ce qu'une option suite? Préférer les options. C'est une vidéo qui dure combien de temps? 5 minutes, voilà, on va se la regarder. Paul Marcel. Bonjour, c'est Paul de Celt Invest. Dans cette vidéo, je vais vous expliquer pourquoi j'ai choisi d'utiliser les options pour gérer mes fonds et pourquoi je pense qu'il est plus intéressant de trader les options plutôt que d'autres dérivés comme les warrants, les certificats, les CFD, les futurs ou le forex. Un des avantages de trader les options par rapport aux autres produits cités précédemment est que les options, comme les futurs, se traitent sur un marché régulé. Avec des produits comme les warrants ou les certificats, les manipulations sont nombreuses. Il suffit de lire les plaintes des utilisateurs de ces produits sur les forums spécialisés et également les témoignages d'anciens salariés des sociétés qui proposent ces produits. C'est un peu moins fréquent avec les CFD ou le Forex, mais à condition de bien choisir son broker. Un autre avantage, non des moindres, est que les options permettent beaucoup plus de stratégie que les autres produits. En effet, que ce soit les actions, les certificats, les futurs, les CFD ou le Forex, vous n'avez pas le choix. Vous devez avoir raison pour gagner. Si vous achetez, les cours doivent monter, ou si vous vendez, les cours doivent baisser pour que vous ayez une chance de gagner de l'argent. Vous avez donc 50% de chance de réussite. La particularité des options, mal connue des particuliers, est qu'avec les options, vous avez le droit à l'erreur. En utilisant les bonnes stratégies, même si les cours baissent un peu,
vous pouvez gagner de l'argent alors que vous étiez haussier sur le sous-jacent. Vous devez bien connaître ce graphique puisque c'est un graphique de perte et profit classique que l'on obtient avec les actions, les certificats, les futurs, les CFD et le Forex. Vous avez une chance sur deux de gagner de l'argent. Si vous achetez et que les cours montent, vous gagnez de l'argent, mais s'ils baissent, vous en perdez. Et maintenant, voici un exemple de graphique de perte et profit que l'on peut obtenir avec les options. Avec le type de stratégie utilisé ici, sachez qu'on abandonne un peu de potentiel haussier là. En revanche, on se protège d'une baisse éventuelle de l'action. On se donne donc le droit à l'erreur et dans le cas où l'action partirait dans le mauvais sens, on diminue son prix de revient sans prendre de risques supplémentaires. Dans cet exemple, notez que le graphique de perte et profit n'a rien à voir avec ce que l'on peut obtenir avec les actions ou un autre dérivé. On utilise ce type de stratégie lorsqu'on n'a pas d'avis directionnel sur le sous-jacent. On estime que les cours resteront dans un range compris entre ici et ici. Entre ces bornes, on est gagnant, en dehors, on est perdant. Mais la perte est limitée. Dans cet exemple, la stratégie gagne de l'argent dans tous les cas de figure, sauf si les prix de l'action tombent en dessous des 12 $. Dans ce dernier exemple, la stratégie est neutre à baissière. Elle a un potentiel de gain illimité à la baisse et un risque limité à la hausse. Les options peuvent s'adapter à tout type de trading, du day trading au swing trading ainsi qu'à l'investissement plus ou moins long terme. Certes, la mise en place de stratégies comme celle exposée précédemment est un peu plus compliquée que le simple fait d'acheter ou vendre notre produit, mais c'est à la portée de tout le monde. Je conseillerais cependant à tout néophyte de commencer à pratiquer les options dans le but de se faire payer pour acheter ou vendre ses actions. Et oui, vous avez bien entendu, utiliser les options revient à se faire payer pour acheter ou vendre ses actions. De plus, avec certaines stratégies, plus le temps passe et plus vous gagnez de l'argent. L'expression « le temps c'est de l'argent » prend tout son sens avec les options. Seules les options vous permettent de baisser votre prix de revient sans être obligé d'acheter de nouvelles positions et donc d'augmenter votre exposition au risque. Avant d'entrer dans les détails, je tiens à vous informer que l'exemple qui suit n'est pas une recommandation d'achat, mais simplement un exemple que j'ai réalisé avec mon portefeuille. Le 22 mai 2012, j'ai acheté MT, ArcelorMittal, qui est aussi coté aux États-Unis, à 15,06 $. Nous sommes aujourd'hui le 5 août. MT cote à 15,07 $. Par rapport à mon achat initial de 15,06, je suis neutre puisque l'action est à 1 centime de mon prix d'achat. Mais en utilisant les options et la stratégie toute simple qui consiste à me faire payer pour acheter ou vendre des actions, j'ai réussi à faire baisser mon prix de revient à 12,64 $ sans acheter la moindre action supplémentaire. En à peu près 2 mois et demi, j'ai transformé un rendement nul en une performance de 19%. Un autre avantage des options est de vous garantir d'acheter ou de vendre vos actions au prix que vous avez fixé à l'avance. En effet, avec les actions, les futurs, les CFD ou le Forex, même si vous placez des stops, vous pouvez être exécuté en dessous de votre prix à cause d'un gap en votre défaveur. En utilisant les bonnes stratégies, les options sont les seuls dérivés à vraiment vous garantir une perte limitée selon votre prise de risque initiale. Avec les autres dérivés, vous êtes exposé à des gaps. Même les marchés ouverts 24 heures sur 24 comme le Forex ou les CFD vous exposent à des gaps si vous restez en position durant le week-end. Vous pouvez trader les options sur le marché français, mais le choix est très faible et les coûts bien plus élevés que sur le marché américain. Sur le marché français, vous pouvez trader les options d'une soixantaine d'actions, alors que sur les marchés américains, vous avez 60 fois plus de choix puisque c'est plus de 3600 actions qui sont optionnables. Voilà, j'espère vous avoir convaincu de vous intéresser aux options. Si vous souhaitez avoir des informations supplémentaires sur les options et comment les utiliser, ou bien sur les brokers US pour trader les options, n'hésitez pas à me contacter. Merci de votre attention, à bientôt. Voilà donc le point réalisé par Paul Marcel, donc, qui est gérant sur son site Celtinvest. Merci pour le partage du lien. Je sais pas si vous l'aviez. Si, Nicolas a mis sur le chat écrit. Voilà, déjà 19h05, on va lire un dernier article, ça on avait vu. On a 69 € de perte en cours, on a toutes nos positions ouvertes. 10 446 €, donc tout se passe bien sur le compte. On va aller voir sur le billet du trader, voir s'il y a eu un article d'un trader intéressant. Puis on va enchaîner. Indicateur de sentiment du marché aussi à 49%, méfiance, non, du 26 juillet, donc là il n'y a pas de nouvelles sur le billet du trader. Alors, est-ce que vous avez un article, quelque chose à partager, sinon on va les lire.
Non, là, il n'y a rien d'intéressant. Bon. Qu'est-ce qu'on peut avoir? Peut-être une vidéo. On conclura sur une vidéo, puisqu'il n'y a pas beaucoup d'articles ce jour. Je regarde surtout les articles qu'on a en fin de journée. Je crois qu'il y avait un match des traders intéressant ce jour, entre l'ami Jérôme Révillier et Stéphane Soduteil. Ça va être intéressant de voir ça. Alors, est-ce qu'on peut la voir? Non. Bon, j'arrive pas à voir ce que je veux. Les cambistes attendent la fête, ça on avait vu assez largement. On va écouter du côté des parquets justement ce qui se dit par rapport à ces attentes. On dirait que du floor new-yorkais. On a compris que c'est vraiment le Inquiétude toujours gros pour point. les investisseurs ici à Wall Street. Ils n'arrivent pas à prévoir le sort que leur réservera bientôt la Banque centrale des États-Unis. Depuis plusieurs semaines, on sait que la politique monétaire américaine va freiner, va ralentir un peu le programme d'achat d'actifs qui rapporte tous les mois tout de même 85 milliards de dollars aux caisses du gouvernement américain. Mais le problème, c'est que, mis à part quelques rumeurs, personne n'est capable de dire quand débutera exactement ce ralentissement. Hier, des responsables de la Fed ont parlé du mois de septembre, mais rien de vraiment certain, rien de vraiment d'arrêté, d'officiel. Voilà pourquoi les cambistes suivront avec intérêt cet après-midi le discours des présidents des réserves de Philadelphie et de Cleveland. En attendant, l'euro persiste au-delà du $1,33 puisqu'il s'échange actuellement contre $1,3322 ce mercredi à Wall Street. Voilà donc ce point en direct du floor new-yorkais. IG, ratio risque rendement, formation, trading IG. Tiens, on va écouter cette vidéo, on terminera là-dessus. Ouais, voilà, parfait. Petite vidéo de formation d'IG, je vous laisserai le lien juste après. Bonjour. Parce qu'une stratégie gagnante n'est pas synonyme de stratégie rentable, nous allons expliquer le ratio risque-rendement. Donc prenons tout de suite un exemple. Je prends une position à l'achat sur un CFD et à l'aide de mon stop et de ma limite, je vais définir respectivement ma perte maximale et mon espérance de gain. Donc je rentre en position à l'achat, je fixe un stop à une distance de 6 points et une limite à 3 points. Supposons que sur 7 trades effectués dans la journée, 4 ressortent gagnants contre seulement 3 perdants. Ma stratégie semble alors être bonne. Cependant, si on reprend concrètement le bilan de la journée, on s'aperçoit que j'ai gagné 12, soit 4 trades gagnants à 3 points, mais que j'ai également perdu 18, soit 3 trades perdants à 6 points. À la fin de ma journée, je me retrouve donc en moins-value nette de 6 points, alors que la plupart de mes trades étaient gagnants. C'est là qu'intervient le ratio risque-rendement. D'un point de vue méthodologique, l'espérance de gain doit être au moins 2 fois supérieure au risque de perte. Ainsi, vous êtes gagnant, même si vous faites davantage d'opérations perdantes. Si j'applique ce ratio à l'exemple précédent, je garde donc un stop de 6 points, mais fixe une limite à 12 au lieu de 3. Sur mes 7 trades, 4 trades gagnants me permettent alors de faire une plus-value de 48, tandis que mon stop touché 3 fois me fait perdre 18. À la fin de la journée, j'enregistre une plus-value nette de 30 points. Ma stratégie est donc plus rentable, et ce même si seulement 3 trades ressortent gagnants, puisqu'avec un gain de 36 et une perte de 24, je reste tout de même sur une plus-value nette positive. Donc parce qu'il serait dommage d'avoir une stratégie gagnante mais non payante, pensez à intégrer le ratio risque-rentabilité à votre stratégie de trading. Merci et à bientôt. Voilà, bon, il n'y a rien de compliqué dans ce qui a été dit ici. C'est un petit rappel. De toute façon, c'est quand même que du rappel. Au bout d'un moment, le trading,
quand on a les bases, bon, c'est vrai que ça met du temps à les avoir, donc peut-être qu'il y a des débutants qui nous regardent, etc. C'est toujours intéressant de découvrir ça. Au bout d'un moment, on connaît. Bon, malgré tout, moi, vous voyez, ça fait depuis 2007 que je suis sur les marchés, et pourtant, les options, je suis en train d'apprendre petit à petit. On apprend toujours, il y a toujours des nouvelles choses, etc. sur les marchés. Là, on parlait du ratio, il n'y a rien de fou, de folichon. Voilà. Séance sympa, parce qu'on a quand même ouvert 2 positions. Il n'y a pas eu de clôture ce jour. Les positions gagnantes intéressantes, c'est la vente sur le Dow Jones et le dollar yen qui démarre bien. On est également positif sur notre achat de câbles. La position qui se passe mal, c'est le VIX, on l'avait vu, c'est en train de se retourner, donc tant mieux. Et sinon, on a notre dollar face à la livre turque. Dans l'ensemble, les configurations sont intéressantes. Je vous invite à suivre nos résultats. À tout moment, quand sur le lien résultat du compte au-dessus du cadre de diffusion de l'émission. Voilà, bonne soirée à tous, bon trade. Moi, je continue à bosser sur le site. Ensuite, à la rentrée, il va y avoir énormément de projets sur lesquels on va partir. Là, je suis en train de tout préparer. Vous allez voir, ça va être un gros truc. Allez, bonne soirée à tous, bon trade. À demain pour une nouvelle session de trading sur videobourse.fr. J'y vais, moi, sur le Mumble. Je vous souhaite une bonne soirée. Et je vous dis à demain. Demain soir, je serai là, comme tous les soirs de la semaine.